Essayer de dire tout à fait. François-Louis, une réunion LFIB qui a bloqué et qui bloque encore un certain nombre de membres qui sont papa et maman et donc qui sont bloqués là-bas. Néanmoins, on va commencer parce qu'il est 19h22, on a 7 minutes de retard. C'est pas notre habitude. On va commencer avec un programme encore un peu chargé. Et d'abord, un grand bonjour et bienvenue à nos nouveaux membres, n'est-ce pas François-Louis? Tout à fait, tout à fait. Mais comme à l'habitude maintenant, on les présentera et on fera les introductions pendant le dîner, ce qui nous permet de gagner un petit peu de temps sur la réunion et d'animer le repas. Absolument. Donc on dira bonjour à tout le monde tout à l'heure. Ce sera la même chose avec nos deux invités, Laurent et Laurent, qui seront donc présentés tout à l'heure. Il se trouve que Laurent Massy sera aussi un intervenant ce soir. Et on va tout de suite enchaîner avec le comité BA, Business Angels, et c'est justement François-Louis, tu es là, ça tombe bien, qui va nous parler des nouveaux projets qui viennent d'arriver. Oui, tout à fait, Morgan. Je vais peut-être essayer ton micro parce que ça... Oui, ça fonctionne mieux, effectivement. Donc c'est moi qui prends le relais sur le comité BBA ce soir, puisque Richard, comme vous le savez, alterne entre la France et Bangkok, est rentré à Monaco avant-hier, je crois. Donc c'est moi qui prends le relais sur la présentation. Donc si tu veux passer sur le slide, suivant. Donc on va vous présenter les nouveaux dossiers qui sont arrivés. Il y en a eu quelques-uns ce mois-ci. Donc nous avons continué à travailler sur le dossier King Kao, puisque Sam est là aujourd'hui. Il va nous présenter son entreprise et ses besoins tout à l'heure. Les autres dossiers évoluent. Il y a un dossier qui s'appelle Vedas qui vient d'arriver. Pour ceux qui me connaissent, Frédéric Lavorel avait déjà présenté une activité à Fred Besson et moi-même il y a quelques mois, mais ce n'était pas complètement formalisé. Ce sont des objets connectés et on le reçoit courant de mois prochain pour pouvoir vous présenter ce dossier. Il y a également d'autres dossiers qui sont en train d'arriver, qui sont même arrivés, qui ne sont pas encore annoncés là, puisque rien n'a été formalisé. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore reçu le pitch, etc. etc. Nous avons eu, comme ça devient l'habitude maintenant, une semaine avant la réunion avec la réunion plénière, on a une réunion du club d'investisseurs plus formels. Donc lors de cette dernière réunion, il s'agissait de la présentation du projet de Johan. Johan, où es-tu? Tu es là. Donc l'objet était de présenter le projet dans le détail, de présenter les besoins, et puis surtout que le groupe qui était présent et constitué puisse répondre par oui ou par non. Donc pour la première fois en groupe constitué, puisque c'est la première fois en groupe constitué en tous les cas, une offre a été faite à Johan. Donc après on va voir comment évolue le dossier, mais cette cellule qui s'est voulue une cellule avec une relation spécifique entre les personnes, avec une relation de confiance et une analyse plutôt très technique des dossiers, a conclu la première offre que le club BBA en ensemble constitué a faite. Donc après les choses vont évoluer comme elles évolueront, mais c'était important de vous le signaler. Petit point quand même sur lequel j'attire votre attention, c'est qu'il n'est en aucun cas le privilège du groupe des investisseurs que de participer aux investissements qui sont proposés. En termes clairs, aujourd'hui une proposition a été faite à Johan, soit Johan la décline, soit Johan l'accepte, ou que cette proposition évolue, on ne sait pas encore, mais dans tous les cas, si certains d'entre vous qui ne sont pas membres de la cellule investisseur souhaitent avoir connaissance du dossier et souhaitent éventuellement participer, bien évidemment vous êtes les bienvenus. Bien évidemment vous êtes les bienvenus. En d'autres termes, rapprochez-vous de moi, puisque Richard n'est pas là, ou de toute personne membre du groupe, et puis on vous donnera les éléments. Et puis si vous voulez participer, ce sera possible. Voilà. Eh bien, comme je vous l'ai dit en préambule, il y a un dossier qui a déjà été présenté à la cellule investisseur, mais qui, comme tout dossier qui a retenu notre intérêt, soit dans la forme, soit dans la nature, soit dans l'activité, eh bien, il va vous être présenté ce soir. Il s'agit de King Kao. Sam, si tu veux me rejoindre.
Bonsoir à tous. Ok, donc mon nom est Sam, donc je suis le cofondateur de Kinkao. Kinkao, qui en thaï veut dire oui, manger, exactement. Donc on a choisi un prénom simple car on pense avoir un concept simple et très straight. Donc Kinkao est une solution pour les entreprises pour permettre de rendre la vie des employés plus simple et plus facile en participant à leurs frais de repas tous les jours. Donc tout est parti en fait de ce constat. Il y a 90% en fait des employés thaï qui prennent leur lunch dans la rue, donc dans des échoppes comme celle-ci. Le truc c'est que, ok, c'est ce genre d'échoppe est en voie de disparition tout doucement dans Bangkok et l'état en fait sanitaire et la sécurité dans ces établissements est pas toujours au top. Les bonnes échoppes de street food, eux ont souvent énormément de queues, donc il faut attendre, ça prend énormément de temps. Il fait chaud, les plats sont toujours les mêmes, donc c'est pas la meilleure expérience en tant qu'employé thaï qui cherche quelque chose de bon marché et de bon en termes de goût. Donc on a repensé l'idée du lunch et on s'est dit que voilà, on voudrait présenter quelque chose de plus fun, de plus sympa où les gens pourraient partager en fait le repas ensemble, tous les employés pourraient manger ensemble et où on pourrait avoir des plats variés et du choix. Donc on l'a fait de façon très simple. Pardon, allô. On envoie 10 menus, on envoie quand même un nombre limité de menus, donc entre 10 et 12, tous les jours aux employés, et ces menus changent tous les jours en fait. On part sur un prix qui est au même prix que ce qui se fait dans la rue, donc ça en prix d'entrée. Et par contre, la qualité, on augmente la qualité en utilisant pas de MSG, en utilisant quelque chose de vraiment clean et de très très bon. C'est aussi logistique friendly, c'est-à-dire que tout le monde en fait reçoit les plats en même temps et tout le monde peut manger en même temps. Donc de la façon qu'on l'a fait, on envoie le menu de demain, donc le menu de demain, on l'envoie à 14h. Et on a utilisé Line comme support, parce qu'en Thaïlande, en fait, vraiment tout le monde utilise Line. Donc on envoie le menu à 14h. L'employé doit cliquer sur le menu qu'il désire avant 10h, donc le jour d'après. Tous les lunchs sont délivrés avant midi. Et donc la compagnie, donc la société, paye en fait les repas à la fin du mois. Donc vous vous demandez pourquoi certainement les sociétés vont commencer à payer les lunchs pour leurs employés. Déjà, numéro 1, c'est qu'on part avec un prix vraiment très accessible, c'est-à-dire que pour 1000 bahts avec Kinkao, pour 1000 bahts par mois par employé, vous pouvez payer le lunch à tous vos employés tous les jours. Donc on a fait des observations, on a fait un sondage et évidemment ce qui ressort c'est que la satisfaction en fait des employés se trouve vraiment augmentée. Donc l'employé est content, il va rester plus longtemps dans l'entreprise et il sera aussi plus productif et en même temps il améliore aussi la communication entre les différents départements. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir toujours des petits groupes de 2-3 qui vont manger ensemble à midi, là, du coup, tout le monde mange ensemble, ou c'est un département, ou toute la société mange ensemble. Donc c'est un business qui existe déjà. Le modèle vraiment qui nous ressemble le plus, il s'appelle Eat Club aux États-Unis. Ils sont ouverts en 2010 et ils font aujourd'hui ils font à peu près 10 000 lunchs par jour. Donc ceci est le marché en fait du lunch à Bangkok, donc c'est à peu près plus de 8 millions de dollars pour Bangkok en entier. Mais notre priorité numéro 1, c'est les sociétés qui vont être en CBD, c'est-à-dire au centre de Bangkok, qui ont plus de 25 employés. Et donc ça représente 350 000 entreprises. Si vous voulez payer les lunchs pour vos employés aujourd'hui sans Kinkao, vous pouvez déjà le faire.
Vous pouvez utiliser un admin en fait dans votre société qui va commander les plats chez des différents vendeurs, des fois des vendeurs de rue ou peu importe. Donc elle va créer en fait les menus pour tout le monde dans la compagnie et elle va faire un peu grosso ce qu'on fait. Le problème c'est qu'elle ne saura jamais qui veut manger quoi et combien de lunch elle doit commander. La deuxième solution c'est d'utiliser des boîtes de food delivery comme Uber Eats ou Foodpanda, mais vous ne trouverez pas un prix abordable pour de la nourriture que vous donnez tous les jours. La troisième solution qui fonctionne relativement bien, c'est le catering, donc ça va être sous forme de buffet. Vous allez mettre 3-4 menus et chacun va venir se servir. Mais le problème avec les buffets, c'est qu'il y a toujours en fait du gâchis, il y en a toujours trop, ou soit il y en a trop, soit il n'y en a pas assez. Donc vous ne contrôlez pas en fait ce que vous fournissez. Donc avec Kinkao, chaque employé choisit ce qu'il a envie de manger, donc chacun mange ce qu'il veut, ce qu'il a envie, en fonction de ses propriétés aussi. On fait que du mass order, donc on est vraiment spécialiste, et tout est livré au même moment, donc tout le monde peut manger en même temps. Donc ça c'est notre team, donc moi-même qui acte plus comme un CEO, ma partenaire qui est aussi ma femme, qui s'appelle Paki, qui est Thaï. On a un très très bon tech qui fait aussi partie de la compagnie, et on travaille avec un consultant pour tout ce qui est repas, enfin, tout ce qui est menu, etc. etc. Donc pour ma part, j'ai travaillé pour Groupon, dans des boîtes comme Groupon et Ensogo dans le passé, donc je suis assez à l'aise avec tout ce qui est tech. Et voilà. Ça c'est un état de ce qu'on fait aujourd'hui. Donc on a commencé au mois de mars cette année. Donc à peu près 8 mois plus tard, on a en fait 23 clients, donc 23 compagnies, c'est 23 sociétés, pardon, et ces 23 sociétés en fait nous donnent 2500 utilisateurs. Donc c'est 2500 personnes qui commandent au moins une fois par semaine. On fait en ce moment à peu près 900 repas par jour. Et depuis le début, donc depuis février, personne en fait a lâché la plateforme. Tout le monde est encore sur Kinkao à fournir les repas à leurs employés. Notre plus gros client, ça va être Shopee par exemple, 350 personnes. Après ça va être e-commerce, 250. Orami, Pomelo, à peu près 150 chacun. Voilà, à peu près pour principalement des startups, mais on travaille également sur des corporates en ce moment. Au jour d'aujourd'hui, on fait quasiment 1000 repas par jour. On est profitable, ce qui est une bonne chose. On cherche actuellement des fonds pour pouvoir se développer. Et dans Bangkok, en cherchant plus de clients, donc on a 25 clients, on estime qu'à Bangkok, on pourrait facilement avoir 1000 clients. Et donc ça, c'est à peu près une évolution de ce qu'on attend. On pense qu'à Bangkok, juste avec une seule branche, avec ce qu'on a, on pourrait faire facilement 10 000 repas par jour. Aujourd'hui, on fait 1000 repas par jour avec 3 personnes, donc 10 000 repas par jour paraît complètement possible. Donc on recherche des fonds, 150 000 $, c'est uniquement pour subsidiariser, pour payer en fait des repas aux sociétés. Donc on s'est rendu compte que si on arrive à donner une période d'essai de 1 semaine ou 2 semaines idéalement, 80%, 90% de chances que l'on va en fait signer ce client et qu'il va continuer à travailler avec nous. Donc on recherche des fonds, soit ça peut être en equity, soit ça peut être en credit line. Les fonds sont attribués uniquement pour subsidiariser des repas pour acquérir des nouveaux clients. Il y a quelques mois, on a gagné une compétition et on a déjà un commitment d'une société qui s'appelle Oni Art Capital à Hong Kong, qui nous a promis donc 50 000 une fois qu'on trouve les autres 100 000 qui nous manquent. Une petite démo de notre application, donc tout est sur Line. Donc vous rajoutez juste @Kinkao. C'est une application privée. En fait, il faut être inscrit avant de notre côté pour que vous puissiez joindre.
Vous dites juste bonjour, et après vous pouvez choisir votre langage, vous cliquez sur le nom de votre compagnie, ou vous mettez simplement votre email avec le domaine de votre compagnie et il reconnaîtra automatiquement votre compagnie. Le numéro de téléphone et votre nom, comme ça on sait qui vous êtes, et donc vous recevez comme ça les menus sur Line. Les 3 menus du bas, c'est les menus qu'on appelle Kinkao, c'est des menus entre 50 et 100 bahts. Les menus du milieu, c'est ce qu'on appelle feature, donc on change en fait de restaurant toutes les semaines pour apporter quelque chose de nouveau. Et les menus qui étaient tout en haut, c'est le menu qu'on appelle street, et ce sont les menus à 50 bahts. Donc 3 menus minimum à chaque fois, 3 menus à 50 bahts, street plus, donc du street, j'ai même des samples en fait, j'ai ramené des samples, vous pourrez regarder, à 50 bahts, des menus Kinkao qui sont un peu plus premium, entre 75 et 120, 140 bahts, et les menus feature qui changent toutes les semaines et qui sont complètement différents. Voilà. Il y a encore beaucoup peut-être à dire, mais je vous laisse pour les questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comment est-ce que vous organisez pour la cuisine? Vous avez une cuisine centrale ou vous commandez chez des tiers? Alors au départ, quand on a construit Kinkao, en fait, notre cuisine à Wishbeer Bar, donc Sukhumvit 67, avec Jérôme, si vous connaissez. Donc on a commencé avec notre propre cuisine. Quand on est arrivé à peu près à 250 repas par jour, ça devenait trop compliqué pour nous pour faire tout dans notre cuisine. Il fallait racheter en fait des frigos, beaucoup d'équipements, beaucoup de staff, donc beaucoup d'investissements. Je voyais pas le projet pour se scaler en fait. Je me disais comment on va faire si à 250 on n'y arrive pas. Donc on a trouvé un contrat avec une autre société qui lui en fait produit c'est limite, c'est une factory qui lui en fait produit des repas pour Fuji, pour même CP, pour des gros. Et donc avec le volume qu'on a aujourd'hui, on travaille 90%, 95% qu'avec lui pour tout ce qui est repas. Et comment est-ce que vous assurez la livraison en temps et en heure avec le trafic? Donc en fait toutes les commandes en fait sont consolidées à 10h. Donc à 10h, après 10h du matin, vous ne pouvez plus commander. Donc à 10h, on a notre liste finale avec les sociétés, ce qu'ils ont commandé, etc., avec votre nom, etc. Donc on reçoit tout à 10h à Wishbeer Bar, qui est toujours notre bureau. Et en fait, on fait juste un dispatch. C'est-à-dire qu'on va commencer à dispatcher en fait avec différents plastiques, avec les différentes sociétés. On fait ce dispatch, ça prend maximum 1 heure. On essaie de le faire à 45 minutes. Donc je parle même pour les 1000 boîtes. On fait 1000 boîtes en fait, on fait 1000 repas le lundi. Par exemple, on a fait 1007 en fait hier. Donc ça prend 45 minutes pour tout dispatcher et après on fait toute la livraison avec soit des bikes, donc avec GrabBike, soit avec en voiture avec GrabCar. Donc en fait, vous êtes juste un intermédiaire et vous achetez tout fait, quoi. Exactement, on a commencé en voulant tout faire par nous-mêmes et on s'est rendu compte qu'il vaut mieux avoir des experts qui focus juste sur certaines areas, en fait, quelque chose de vraiment très spécifique. Et nous, en fait, on focus que sur la techno, donc l'appli qu'on est en train de développer et ajouter plein de fonctionnalités, des nouvelles fonctionnalités, etc. Et on signe des contrats avec les nouvelles sociétés. Et notre partenaire ne s'occupe que de être sûr que tout est bien, tout est bon et que tout arrive à l'heure, etc., etc. Donc on s'est rendu compte que comme ça, en faisant ce partnership, on passe d'une société qui a 4-5 personnes à une société qui en a 15, simplement en ayant un partenaire privilégié. Oui. On peut imaginer que la qualité quand même n'est pas vraiment assurée, parce que si on connaît bien le groupe CP et autres, et si votre fournisseur fournit CP, je viens croire quand même qu'il y a vraiment Alors pour tout ce qui est en cause de la qualité quand même. Alors déjà, vous avez gagné une petite boîte à manger ce soir, à réchauffer au micro-ondes. Ah non, je vous donne tout de suite. Plutôt western ou plutôt thaï? Thaï c'est khao bouillon, et western c'est fettuccine, goulash, western. Donc ça vous pourrez essayer à la maison. Donc en fait pour tout ce qui est qualité, évidemment c'est le gros challenge, c'est vraiment ça. Et en fait donc on n'a pas vraiment vu sur l'appli
En fait, on le voit là sur la dernière image. À 13h30, on envoie un message et on demande en fait à tous ceux à qui on a vendu aujourd'hui comment était votre repas. Donc les gens peuvent dire ok, j'aime pas, et ils peuvent nous laisser un petit feedback. Donc à partir de ce feedback-là, on récupère en fait les informations. Si on s'est planté de notre côté, si on pense que vraiment il y avait un problème, on rembourse en fait l'employé, on rembourse intégralement l'employé, et nous on se fait rembourser aussi par notre fournisseur. Donc c'est pas sur notre compte. Et le but du fournisseur et de nous et des employés, c'est juste de faire que tous les repas, tous les différents plats qu'on a, parce qu'on a 300-400 menus, ils soient tous vraiment optimisés au maximum, et on optimise vraiment avec ça, avec ce feedback-là. Juste une question, un détail, je n'ai pas bien compris. Vous dites qu'il y a 10 heures, vous fermez les commandes, vous commencez le dispatching. Yeah. Vous avez déjà les repas, vous avez déjà les repas chez vous. Donc notre vendeur... Si c'est notre fournisseur en fait a un dashboard, donc ils ont un dashboard, et on commence les ventes à 14h. On envoie le menu à 14h, le jour d'avant. Donc notre fournisseur en fait a son dashboard et il voit ses ventes en temps réel. Il y a aussi un autre truc, c'est que dans notre concept, nos ventes, on sait exactement par jour combien on va faire de commandes. On ne sait pas exactement combien je vais avoir de celui-là de West, combien je vais vendre de pasta et combien je vais avoir de taille. Mais par contre, on sait que, par exemple, tous les lundis, on va avoir 1000 commandes, tous les mardis, on en a 800, le mercredi, on en a 900, ça on le sait, parce que les sociétés, en fait, signent avec nous, et on sait que 80%, donc après tout est en statistique, mais 80% par exemple de l'entreprise va commander. C'est toujours 80%. Si on a 1000 employés, il y en aura 800 qui commanderont. Donc on sait quasiment à 10 près, à moins de 10% près, à 10-15 employés près, on sait combien on va avoir de commandes. Et donc en fait, on connaît après le mix des commandes. Si par exemple il y a 10 personnes qui commandent les pastas et il n'y en a qu'une qui commande le thaï, on scale en fait les nombres au nombre de commandes et on sait exactement, encore une fois, à 2-3% près combien on va avoir de chaque menu. Ça on l'a vraiment appris avec l'expérience aussi. Donc en fait vous avez ubérisé, pour ça, vous avez ubérisé la commande du repas du midi, vous avez fait un mélange entre les... comment ça s'appelle les mecs en Inde là? Ouais, Daba, les Abba, voilà. C'est énormément. Ouais, d'accord. Donc vous avez ubérisé ça en quoi? Pas vraiment ubérisé parce que au départ, quand on a lancé ça, on travaillait avec des vendeurs différents tout le temps. Et c'était vraiment une galère de travailler avec différents vendeurs. C'est pour ça que là, on a un vendeur qui tient vraiment bien la route. Éventuellement, je pense ouvrir peut-être un second vendeur si je trouve le même genre de vendeur. Je peux ouvrir à 2 vendeurs, 3 vendeurs, mais je veux plus en fait donner le pouvoir à tout le monde de pouvoir vendre parce que ici c'est vraiment difficile et ils ne sont pas vraiment sérieux. Là, mon fournisseur il nous donne un crédit terme, on paye toutes les 2 semaines, etc. Donc c'est la meilleure façon, c'est de garder l'argent pour être sûr que s'il y a un problème. Et vous achetez combien de repas en moyenne? On fait en moyenne 900 par jour. Ouais, non, mais quelle est la marge sur les plats? La marge, ça va être entre 20 et 35%. Net. Il faut déduire les frais de livraison, mais qui sont vraiment très faibles, parce que c'est des grosses commandes de 200 personnes et 200 boîtes, ça va nous coûter 100 bahts, 220 bahts, donc c'est vraiment très faible. Et quel est le minimum de commande et quel est le cercle de livraison? Le cercle de livraison, on livre vraiment jusqu'à Satan, Silom. On peut livrer comme assez loin. Je pense que le plus loin qu'on livre, là on parle avec des clients qui sont derrière le pont, qui vont être après Satan. Je pense que c'est pas un problème. Il n'y a pas, en Thaïlande, c'était aussi quelque chose que j'ignorais moi-même, c'est que les gens ne sont pas aussi sensibles par exemple au repas, à la boîte, il faut qu'elle soit encore chaude, etc. Ici, j'ai envie de dire, ils n'accordent pas trop d'importance à ça en fait. Donc si ça voyage pendant 30 minutes, 45 minutes, et c'est pas froid, mais c'est vraiment à température ambiante, ça n'a jamais été un problème, ça n'a jamais été un commentaire reçu depuis le début de Fincao 60 boîtes. Le minimum à commander? Le minimum, en fait, pour nous, ce serait les entreprises minimum 25 personnes. Donc ça, c'est ce qu'on target pour pouvoir au moins donner une livraison gratuite.
et que ça ait du sens, parce que nos prix sont très 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 agressifs. Ce que monsieur a derrière, je crois que c'est 90 bahts. Les prix sont très 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 agressifs. C'est vraiment une très très bonne valeur pour le prix, pour la simple raison, c'est qu'en fait, on a du volume derrière. Donc avec le volume, on arrive à... Donc pour l'instant, le même fournisseur pour faire des plats thaï et des plats western. On fait du thaï, du western, de l'Asian, Asian, et ouais, il nous fait à peu près tout ce qu'on veut en fait. Hein, c'est un peu... Ouais. Le grand avantage pour les employés, c'est qu'ils ne doivent plus payer. Bah, c'est ce que les employés... C'est vraiment ce que les employés kiffent le plus, c'est qu'ils... Voilà, naturellement, ils adorent. Voilà, donc c'est gratuit. Donc c'est pour ça aussi que notre concept... C'est pour ça que notre concept aussi fonctionne et aussi addictif. Et il ne faut pas se mentir, c'est parce que pour les employés, c'est gratuit. Donc en fait, ils commandent parce que s'ils ne commandent pas, ils perdent leur avantage. Donc ils sont obligés de commander. C'est ce que je disais quand je disais, on sait le nombre de commandes, on le sait parce que... Voilà, les gens... Je pose cette question parce que s'ils n'aiment pas, ils ne mangent pas les tailles. Ils sont quand même très difficiles et ils parlent beaucoup de nourriture. Ah, donc, je veux dire, si ça fait depuis 6 mois que vous vendez et que vous n'avez pas perdu de clients, ça veut dire quand même que la qualité, à mon avis, elle doit être assez bonne. Parce que... Alors, franchement, au début, on a galéré. Hein. Au début, on n'était pas toujours au top. Le truc, c'est qu'on a été excusé par les clients parce que c'est des sociétés, par exemple Shopee ou e-commerce, par exemple, qui était notre premier client. C'est des sociétés qui ont vraiment donné notre chance et qui nous ont dit ok, bon, vous avez le système. Ils nous ont vraiment fait confiance et nous ont donné un peu plus de temps. Mais les employés, et comme vous dites, ils sont vraiment très pointus sur la nourriture et on reçoit des feedbacks sans arrêt et ça. Et c'est super intéressant, mais c'est aussi vraiment difficile et challenging. Alors j'ai une entreprise par exemple, 50 employés, une centaine d'employés. Vous arrivez, vous venez me voir et qu'est-ce que vous me vendez comme contrat? Alors, on ne vend pas spécialement de contrat, on explique déjà notre concept, c'est que vous pouvez donner en fait un bénéfice à vos employés d'une façon vraiment très simple et qui n'est pas extrêmement chère, qui est assez bon marché. Et donc nous, ce qu'on dit aux entreprises, principalement, c'est le slide sur l'augmentation de productivité, le fait que les gens communiquent vraiment ensemble. C'est pour ça qu'on n'hésite pas à donner par exemple une semaine gratuite pour que l'entreprise en fait, puisse se rendre compte de ça, que en fait, avant il prenait 1h30 de pause et maintenant il prend que 45 minutes. Avant ceux-là ils se parlaient pas ensemble et puis maintenant ils se parlent. Donc c'est vraiment, encore une fois, évidemment la nourriture est super importante. Vous avez refait les chèques déjeuner à la taille. Exactement. Voilà, c'est exactement du chèque déjeuner, à part qu'en Thaïlande les employés ne veulent pas participer du tout. Alors en France c'est 50-50. En Thaïlande ça ne fonctionne pas, mais grosso oui c'est du ticket resto. C'est vraiment pour que les... je veux dire, toutes les entreprises qui travaillent avec nous, hier soir, quand je regardais leur annonce, les annonces sur JobDB, etc., ils mettent tous lunch, daily, offert, ils le claiment tous comme quelque chose qui vont vraiment attirer... Quel est le frein à votre développement? Pardon? Quel est le frein à votre développement? Puisqu'en fait, dans le fond, vous n'avez pas de frais d'infrastructure. Exactement, ouais. On n'a pas de gros freins. Le truc, c'est que moi, je pense qu'on peut arriver aux objectifs, on peut faire, je pense, 10 000 lunch, on en fait 1000, en 6 mois, on peut faire 10 000 dans 1 an ou 2. Mon seul truc, c'est que l'argent aide toujours. Hein. Et on veut juste aller plus vite, on veut juste être plus rapide. Je vois Foodpanda, déjà, ils ont changé leur site internet, ils ont fait un truc corporate, ils ont repris ce que nous on avait mis sur notre site internet, développer votre productivité, etc. Donc ils essayent de se mettre sur le créneau. Uber aussi essaye, mais ils sont obligés de subsidiser eux-mêmes en fait pour faire descendre le prix. Donc ils veulent tous les corporates. Nous on a un système, on n'est pas sur Uber, on n'est pas sur Foodpanda, on a un système qui a été pensé que sur du corporate et que sur du employé. Donc le seul truc c'est qu'on veut que ce concept-là, on veut pouvoir le développer plus rapidement. Quel est le frein à votre développement? J'en vois pas. J'ai pas particulièrement de frein. De l'argent, plus de sales. Si j'ai plus de sales, je ferai plus de contrats, plus de meetings. Notre supplier, ce supplier-là peut nous faire 10 000 boîtes par jour. On n'a pas de frein à ce niveau-là. Au pire des cas, il faudra peut-être que je prenne une petite maison, une petite townhouse pour avoir un deuxième endroit de dispatch, que je mettrai peut-être certainement sur Silom ou quelque chose comme ça, avec un loyer de 30 000 bahts. J'ai mon petit dispatch qui me prend de 1h le matin, et c'est tout. 3 personnes, 3-4 personnes, et c'est tout.
Il n'y a pas de gros frein, j'ai pas de gros frein. Dernière question. Merci, Sam. Est-ce que tu envisages, tu en partie répondu, mais est-ce que tu envisages le scénario où la société fournit le système et fait payer les employés? Ouais, je l'ai même proposé à une compagnie, à une société, je leur ai proposé pourquoi vous ne prenez pas 50% de ce que vous donnez aux employés. Mais je pense qu'en Thaïlande, comme je disais tout à l'heure, en Thaïlande, je pense qu'on ne prend pas de. Si. Les entreprises extérieures, à Bangkok, ou les entreprises qui sont des usines. Nous, ça ne change rien pour nous. Personnellement, je le fais et ça fonctionne. Hein, ils ont un minimum, ils paient un minimum, et l'employeur paye 70%. Pour moi, ça a du sens. Pour moi, ça a du sens aussi, mais voilà ce qu'on a essayé. Ça n'a pas fonctionné, mais moi, je suis carrément ouvert. De toute façon, ça ne change rien du tout pour nous. C'est très bien comme ça. Merci. Merci, Sam. Merci, Sam. On va continuer. Il se passe des choses à BBA. Ce soir, on est assez fiers quand même, parce que ça fait 2 ans maintenant qu'on œuvre parfois dans l'ombre sur des financements, sur du mentoring et sur du travail sur des sociétés. Je vous ai annoncé qu'il y avait une offre qui avait été faite sur une société. Il y a eu d'autres succès. Et pas des moindres, puisqu'il s'agit de la célèbre société Woodman. Tu veux nous en dire un peu plus, Morgan? Avec grand plaisir, puisque effectivement j'étais là en juin pour expliquer que pour accompagner notre développement, on avait besoin de trésorerie et de support financier. Et c'est BBA qui a répondu présent avec Paul Roussel, et sa société Fidasia. Donc voilà, il est là, il pointe le bout de son nez. Coucou. Et donc Paul il y a eu plusieurs personnes intéressées, et Paul a réussi à digérer, à traduire l'offre, et via son portefeuille de clients, il a réussi à trouver un financement. Le contrat est signé, et donc moi ça me permet concrètement d'acheter des containers de bois et de les faire venir, et de faire ce pont de trésorerie entre le paiement des usines et le paiement des clients une fois que le bois est livré. Donc c'est un succès de BBA, il faut le saluer comme tel, parce qu'on voit qu'il n'y a pas beaucoup de dossiers qui passent, on n'a pas toujours, ça colle pas toujours entre l'offre et la demande, et là c'est fait, c'est signé, donc merci à Paul, et bravo à ce succès, bravo à BBA. Tout à fait. Ça fait toujours plaisir de voir que le travail que l'on fait porte ses fruits. Il y a une autre petite annonce que je voulais vous faire, si j'ai pris des notes parce qu'il y a des noms un peu compliqués là-dedans. Vous vous rappelez tous du dossier Kidou, cette jeune femme originaire de Malaisie, je crois, Indonésie, qui a monté une plateforme de mise en contact des maids et des nounous pour les familles et les personnes qui en auraient besoin sur la place de Bangkok, mais ailleurs également. On avait été un certain nombre à beaucoup travailler sur son dossier. La solution n'était pas qu'une solution financière, mais pour votre information, en partie grâce au travail que l'on a fait, elle a été sélectionnée au programme d'accélération Impact Tech, et elle bénéficie à ce titre de financement et de mentoring à l'échelle South Asia. Donc voilà, c'est des petites choses qui sont aussi le fruit du travail des membres de BBA lorsqu'on s'implique dans une entreprise. C'était important de le préciser. C'était important de le préciser. Toujours dans les projets, il y a Philippe qui est intervenu. Je suis désolé pour le son, mais je ne sais pas pourquoi ça se fait. Je vais parler sans vous m'entendez ça? Il y a Philippe qui est intervenu, puisqu'on s'est réunis à plusieurs reprises pour savoir quelles étaient les différentes sources de dossiers que l'on pourrait avoir, et on s'est posé la question si le Thai Business avait un intérêt quant à notre implication avec eux. Donc on va initier, Philippe, on va initier la première réunion dans une quinzaine de jours, je crois, avec des incubateurs, avec des groupes de sociétés dont la tutelle est gouvernementale, tu m'arrêtes si je dis une ânerie, Philippe, et sur lequel on peut participer, soit en mentoring, soit en financement avec eux. Donc la première réunion va être initiée d'ici 15 jours, 3 semaines, on a donné nos disponibilités. Donc ceci pour vous dire que l'activité du comité BBA est plutôt très intense. Voilà. Très bien. On va passer à cette nouveauté. Et là encore, François, je vais te laisser la parole. Parce que si je parle beaucoup, mais après je ne vais plus rien dire. Je vous disais qu'on travaille beaucoup, mais c'est le cas, et qu'on est en train de monter un projet. Donc on est déjà 2 à être associés là-dessus. Notre célèbre caméraman qui est au fond de la salle
qui est Emmanuel Fauvel, et moi-même, on essaye d'initier quelque chose qui, je pense, va être bon pour la communauté, bon pour le business, bon pour BBA. Et le sujet est le suivant, c'est-à-dire que l'on va fabriquer un concours qui va être ouvert à toutes sortes d'entreprises, des jeunes, des moins jeunes, des gens qui ont besoin de financement ou qui ont besoin de quelque chose, qui va être ouvert aux francophones, aux anglophones, aux tailles, à tout le monde. Et on va mettre un prix, c'est-à-dire qu'on va essayer de monter ça sur l'ensemble, sur cet exercice, c'est-à-dire en clôture 2018, on va organiser une soirée avec des remises de prix. Donc on est en train de préparer avec Emmanuel le projet en termes de communication, puisque ce projet-là, il va falloir le diffuser auprès des universités, auprès des pépinières, auprès de toutes sortes de choses, donc on va travailler là-dessus. En parallèle de ça, on va venir voir ceux qui ont des grandes entreprises ou des entreprises très riches, puisqu'on va vous solliciter pour être partenaire du projet, non pas en action physique, mais en dotation. On va aller voir les grandes entreprises françaises en leur disant bah, impliquez-vous, on va aller voir la chambre de commerce, on va aller voir tout le monde. Et puis on va fabriquer ce concours, et là je m'adresse à notre comptable. Philippe, où es-tu? Il est là. On pense, donc là je mets le conditionnel, mais on pense que rien que nous, notre petit groupe, on va déjà mettre une dotation de 100 000 bahts. Donc vous allez me dire 100 000 bahts quand on monte une société, c'est quand même pas grand-chose. Mais enfin, on a le privilège de le faire, et on va essayer de trouver auprès de nos sponsors suffisamment d'argent pour que les dotations aillent bien au-delà de ça. Et on envisage, et je vais terminer là-dessus, qu'il y ait trois lauréats, donc on verra le nombre d'entreprises, mais 3 lauréats, un prix en argent, un prix en actions, enfin on est en train de réfléchir à la chose. Si je vous en parle ce soir, c'est parce que le projet est tout neuf, n'est-ce pas Emmanuel? Et que Emmanuel est vraiment plein de bonne volonté, moi vous le savez aussi, mais ça ne va pas suffire. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on soit 10, mais si on pouvait être 3 ou 4, ce serait super. Donc s'il y en a qui ont une sensibilité ou un savoir-faire dans l'organisation de ce genre de business contest, vraiment vous êtes les bienvenus. Vraiment vous êtes les bienvenus. On va organiser une réunion très prochainement, avant fin novembre, de façon à ce qu'à la soirée de décembre, on vous présente le projet, que dès janvier, on commence à communiquer, et que en juin, ou peut-être en juillet, on verra, mais en juin c'est sûr, il y ait la soirée de remise des prix. Voilà, donc n'hésitez pas à solliciter Emmanuel ou moi-même si vous avez envie de participer à ce joli projet. Super initiative. Bravo. Et on enchaîne avec un événement qui va avoir lieu à Singapour. Alexandre, cette vidéo. The thing that really stands out for me is that Brand Minds is actually like a festival with speakers. Singapore, get ready, Brand Minds is coming. It's like a massive festival with amazing speakers. Voilà, c'est un événement qui sera à Singapour le 25. Si on a que ça intéresse, j'ai contacté je suis en relation avec la responsable marketing de l'événement. Donc vous pouvez aller sur le site, vous vous connectez. Au moment de payer, on va vous demander un discount code. Vous tapez Bangkok Business Angel avant le 21 et vous aurez $80 de réduction sur la suite. C'est quoi le prix normal? Ça dépend, il y a différentes formules selon les clients, la date, le nombre de personnes. Moyenne, 300-400 $, je crois. 10 000 bahts la journée à Singapour pour aller écouter les speakers. Il n'y a pas de minimum, il n'y a pas d'obligation, il n'y a rien. Merci Alexandre. Merci.
ou email, vous n'hésitez pas à venir. Il y a des questions? On a le temps pour 2-3 questions? On a un petit peu de temps ce soir. Je demande à l'audience, il y a des gens qui pensaient acheter une voiture dans l'année qui vient, en 2017, d'accord, 2, 3, 4, 7, Lamborghini. Ok, merci pour cette présentation. Qu'est-ce qui se passe si tu ne trouves pas les sous fin mars? Alors on va continuer, on a du budget pour continuer, mais on ne pourra pas avoir une croissance aussi agressive qu'on voudrait. Donc on va croître doucement et on a le risque que le compétiteur nous passe devant. Donc c'est pour ça qu'on pourra continuer, mais à peu près au même rythme que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Oui. Est-ce que tu penses lancer dans le bureau? Ouais, les prochains axes de développement, en fait, une fois qu'on sera devenu le leader de la voiture neuve, on pourra se déplacer latéralement, c'est-à-dire avoir de la voiture d'occasion, du deux roues, tous les véhicules, en fait, on pourra les rajouter petit à petit, mais notre axe de développement, c'est de nous focaliser sur la voiture neuve pour construire la plateforme et un trafic suffisant pour ensuite pouvoir développer aux autres business. Mais à terme, c'est dans les plans, ouais. À horizon 3 ans, à peu près. Ouais, les grosses motos, c'est un secteur qui se développe beaucoup. Oui. Est-ce que c'est une question un peu compliquée, mais quel est le pourcentage des gens qui vont online pour acheter un véhicule? Est-ce que la tendance est... Alors, si on prend toute voiture confondue, il y a plusieurs sondages qui ont des chiffres un peu différents, mais en gros, c'est entre 70 et 95% suivant les sondages qui vont en ligne. En moyenne, un acheteur de véhicules neufs va en ligne 9 fois pour chercher de l'information et il va 3 fois chez le concessionnaire. C'est des chiffres d'un survey, d'une société de survey en Thaïlande qui sont de l'année dernière. Quel support tu peux avoir des fabricants automobiles? Comment tu peux fonctionner avec eux? Voilà, donc on est également, en plus de parler aux concessionnaires, nous essayons également d'avoir le soutien des marques. Effectivement, nous essayons de nous positionner comme une plateforme qui les aide à avoir de la visibilité, donc qui aide leurs concessionnaires à vendre plus, donc ils devraient nous soutenir, mais également à ce qu'eux puissent faire des offres directement via notre plateforme. Nous sommes actuellement en discussion avec plusieurs OEM, plusieurs constructeurs, pour voir comment on peut coopérer à une échelle plus large également. Ça va suivre au prochain épisode. Merci. Merci beaucoup. Merci pour la présentation, c'était vraiment super clair. Merci vraiment. Ah bah oui. Daily Shop, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je vais me représenter parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas forcément. Donc je m'appelle Pascal Martin, je suis en Thaïlande depuis 5 ans. Juste dans l'autre sens, la petite flèche. Là vous allez en arrière, donc vers la droite. Voilà. Et je suis donc le fondateur, un des fondateurs de Daily Shop. Daily Shop, qu'est-ce que c'est? Nous sommes un indépendant et nous sommes 100% en ligne. Donc le premier supermarché en ligne en Thaïlande. Nous avons des concurrents qui sont Tops, Bixi et Tesco. Nous sommes vraiment le petit pousset dans ce domaine. La proposition, la value proposition de Daily Shop, c'est des produits différenciés. On a environ 1600 produits en ligne, dont 800 sont importés et exclusifs. Des prix compétitifs et abordables, c'est important. Nous avons été également les premiers à offrir la livraison de même jour à Bangkok. Et aujourd'hui, nous offrons également la livraison partout en Thaïlande sous 24 heures. Nous avons également un customer relation, un customer service qui est extrêmement efficace. Le Daily Shop est en ligne depuis 18 mois. Et après 18 mois d'activité, voilà un petit peu ce que nous en avons, le chemin que nous avons parcouru. On a commencé il y a donc 18 mois, nous étions inconnus, personne ne connaissait ce Daily Shop. Nous étions 2 personnes dans un petit bureau. Aujourd'hui, nous sommes suivis par environ 12 000 personnes tous les jours.
Nous avons à peu près 15 000 contacts qualifiés qui reçoivent nos emails et les emails d'Emilie, puisqu'on en parlait. Et nous opérons maintenant dans un entrepôt qui fait environ 500 mètres carrés et nous sommes entre 14 et 15 personnes. Ce qui est important aussi de noter, c'est que nous avons une très bonne visibilité dans la communauté expatriée. Et on a fait un petit sondage, à peu près 67% de la communauté française nous connaît. Alors, on ne veut pas être franco-français uniquement, mais on a également beaucoup de clients dans les communautés allemandes, britanniques, hollandaises, etc., de tous les expatriés. Quand on a commencé il y a 18 mois, nous n'avions qu'un seul fournisseur, qui est le groupe Intermarché, puisque nous avons un contrat d'exclusivité avec cette entreprise. Et on a démarré le site avec environ 500 produits sur 8 catégories. Aujourd'hui, on a à peu près 50 fournisseurs, nationaux et internationaux, plus de 1600 produits actifs dans 24 catégories. On fait également du frais, du surgelé et des produits alcooliques, etc. Sur ces 1600 produits, il y a environ 700 références qui sont exclusivement importées. On distribue également à peu près une quinzaine de marques de ce qu'on appelle de private labels, de marques propres, qui n'avaient jamais été présentées en Thaïlande auparavant. Et nous avons maintenant créé aussi 3 marques qui appartiennent à Delish. On va continuer également à développer nos produits propres. Il y a 18 mois, nous ne faisions que Bangkok et nous n'avions qu'une seule méthode de paiement. Aujourd'hui, nous sommes capables de livrer partout. Nous délivrons le même jour Bangkok et Nonthaburi. Nous livrons partout en Thaïlande sous 24 heures, donc des +1. Et nous offrons bien sûr toutes les modes de paiement possibles, donc là la carte de crédit, PayPal et également le cash on delivery. C'est-à-dire que même les clients qui sont basés up-country sont capables de recevoir leur livraison et de payer à la livraison. Nous avons également un success delivery rate, on va dire, qui est de 99,8% sur Bangkok, c'est-à-dire qu'on est près d'excellence sur les livraisons. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que nous sommes les seuls à offrir des livraisons avec des créneaux horaires. La plupart de nos concurrents vont livrer soit des +1, rarement le même jour, à part sur des services qui sont des assistants aux consommateurs. Par contre, nous offrons la possibilité aux clients de se faire livrer soit le matin, soit en milieu d'après-midi ou soit le soir. Bon, quand on a commencé, le premier mois, c'était 3-4 livraisons par semaine, un petit panier, pas plus de 1000 bahts par commande. Et le premier mois, on a fait grosso modo 24 000 bahts. Aujourd'hui, on fait à peu près 90 livraisons par semaine, en B2C uniquement, parce qu'il faut savoir qu'on a également une activité B2B, où on livre également des supermarchés qui utilisent nos produits. On a un panier moyen d'environ 2400 bahts, et on a un repeat, on va dire, un retour de commande à peu près tous les 17 jours. Alors, ce qu'on aimerait maintenant, c'est essayer de les testo, essayer de l'amener à 15 jours pour essayer d'avoir au minimum par client 2 commandes par mois. Et voilà. D'abord, merci à Vivier pour l'invitation, et puis à Emmanuel, qui est mon parrain, parce que je suis aussi là en tant que visiteur. Je m'appelle Laurent Massy. L'ADN de mon activité, c'est la formation, c'est l'enseignement, c'est transmettre un certain nombre de savoirs. Et comme il a été dit tout à l'heure, tous les savoirs sont liés à la gémologie, qui est, on verra tout à l'heure, la science et l'art des pierres précieuses. J'ai ouvert un cours avec l'Alliance française de Bangkok il y a à peu près 4 ans, qui est une introduction à la gémologie, donc introduction aux gemmes, aux pierres précieuses. Et on le réouvre, il s'est arrêté pendant 1 an, et là on va le réouvrir au mois de novembre. Et on a une petite surprise aussi, ce cours s'appelle Gemmes sous la loupe, et on va ouvrir, vous verrez tout à l'heure pourquoi, un cours qui s'appelle Bijoux sous la loupe. Ce cours a déjà regroupé à peu près une centaine de participants francophones, et ce qui est déjà pas mal sur juste quelques années, et là on ouvre aussi en anglais. Alors,
le titre de cette présentation, c'est pierres précieuses et diamants. Que valent-ils en tant que placement financier? Alors, comme je vous ai dit, mon cœur de métier, c'est l'éducation, c'est transmettre. Ce n'est pas les placements financiers. Mais depuis 2 ans, j'ai énormément de questions, je fais beaucoup de conférences, et j'ai énormément de questions sur les pierres précieuses en tant que placement, et surtout le diamant. Il se trouve qu'en France, il y a un regain sur le diamant d'investissement, avec tout un tas de boîtes qui vous promettent de vous offrir contre argent sonnant et trébuchant, des pierres précieuses, et avec un certain nombre de pourcentage de croissance dans l'année, dans l'heure, dans le mois, enfin voilà. Et on va voir qu'il y a un peu à boire et à manger. De toute façon, dans les pierres précieuses, il y a toujours un peu à boire et à manger. Donc je vais me présenter rapidement. Donc encore une fois, je m'appelle Laurent Massy, je suis physicien, docteur en physique. Je suis en Thaïlande depuis 11 ans. J'ai dirigé successivement un laboratoire et une école de gémologie à Bangkok. Aujourd'hui, mon activité principale, c'est du training et du consulting en gémologie. J'ai aussi, il y a 4 mois, cofondé un atelier de fabrication en bijouterie joaillerie à Bangkok qui s'appelle le Jewel Lab, avec un joaillier français qui a travaillé pour beaucoup de marques de la place Vendôme en France et qui est venu s'installer à Bangkok. Et cet atelier-là, en fait, il a été ouvert pour les résidents, pour les expats, pour les touristes. On peut faire une réparation, on peut faire de la création. Mon partenaire et associé et ami est un spécialiste de la création 3D. Voilà, donc on est visitable, contrairement à beaucoup d'ateliers sur Bangkok, donc vous pouvez venir quand vous voulez. J'ai été aussi, grâce au soutien de l'APM Bangkok, pris en tant qu'expert à l'APM. Donc il y a quelques membres ici de l'APM. Merci beaucoup de votre soutien. On avait eu une petite conférence de 4 heures, là. 4h30. Il y a un an qui était vraiment passionnant. Merci. C'est vrai. On n'a pas volé ton titre d'expert. Merci. Ça n'a pas été simple. C'est pas simple de rentrer en tant qu'expert à l'APM, mais c'est grâce à vous et au soutien de l'APM Bangkok et de l'équipe aussi à Paris. Mais il y a, je crois, plus de 300 experts, dont Oussama d'ailleurs, que vous avez vu il n'y a pas très longtemps. Il y a aussi Idriss Aberkan, qui est spécialiste des neurosciences, qui est une de mes références, puisqu'il est aussi très versé dans l'éducation. Voilà, et donc j'espère qu'il y aura d'autres, a priori, peut-être d'autres APM experts qui sortiront du berceau de Bangkok. Alors, on va voir d'abord ce qu'est une pierre précieuse, très rapidement. Le cours à l'Alliance française fait 6 heures. Là, j'ai tout concentré sur juste quelques minutes pour vous expliquer d'abord ce qu'est une pierre précieuse, pour comprendre la suite. Ensuite, on verra ce qu'est une pierre d'investissement, les différents facteurs de qualité qui vont définir la pierre d'investissement, et les gemmes en tant que placement, on verra ce qui vaut le coup, ce qui ne vaut pas le coup. On attaque tout de suite une pierre précieuse. Une pierre précieuse, c'est un minéral, majoritairement un minéral, qui va posséder 3 propriétés fondamentales. Tout d'abord, la beauté, il faut que ce soit beau, il faut que ça plaise à l'œil. On va voir qu'il y a un certain nombre de critères objectifs qui font qu'une pierre va plaire ou pas à l'œil humain, féminin ou masculin. La rareté, il faut que les choses soient relativement, faut que les pierres soient relativement rares pour être considérées précieuses. Et la durabilité, ce n'est pas un facteur qu'on retrouve sur toutes les pierres précieuses, mais une majorité de pierres, et quasiment pour toutes les pierres qui vont être montées en bijoux, c'est-à-dire en boucle d'oreille, en pendentif, en bracelet ou en bague. Il faut une certaine durabilité dans le temps. Si vous achetez une pierre chère, vous la portez, et qu'au bout de 3, 4, 5 ans, elle a complètement été désintégrée parce qu'elle n'a pas supporté de vivre dans les conditions classiques de température et de pression, on va dire, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi une pierre, ça s'use? Une pierre, ça s'use, oui. Une pierre, ça a une dureté, comprise sur l'échelle de Mohs entre 1 et 10. 10 étant le diamant, 1 étant le talc. Donc les pierres qui sont en dessous de 4-5 sont rayables à l'ombre. D'accord? Donc une pierre va s'user dans le temps. La référence, oui, je n'ai pas dit, mais vous n'hésitez pas à poser des questions, même à m'arrêter sans problème. La référence, c'est 7. 7, la dureté 7, c'est la dureté du quartz. Et le quartz, c'est ce qu'on retrouve, c'est la silice, et c'est ce qu'on retrouve, bien sûr, beaucoup à la plage, mais aussi dans l'air. Donc toutes les pierres qui ont des duretés supérieures à 7 vont pouvoir avoir une certaine tenue. Les pierres qui vont avoir des duretés inférieures à 7 vont être plus facilement rayables, simplement en les portant naturellement. Après, il y a tout ce qui est choc, bien sûr, choc des bracelets, choc des bagues, plus difficilement choc des boucles d'oreilles. Donc il y a certaines pierres plus fragiles qu'on pourra porter soit en pendentif, soit en boucle d'oreille, certaines qu'on ne portera jamais en bague. La gémologie, c'est l'étude des pierres précieuses, aussi appelée gemme, gemma en latin, qui veut dire le bourgeon. Et là, il y a un magnifique exemple de spinel. J'ai pris cette photo au Sri Lanka il y a quelques années. C'est une de mes pierres préférées. Et voilà, c'est une pierre rouge qui est une cousine du rubis. On montre tout le temps de rubis, donc je vous l'ai montré aujourd'hui un spinel.
Donc l'étude, l'art et la science des pierres précieuses s'appelle la gémologie. Alors la gémologie, c'est pas la science des gémeaux, la science des jumeaux, j'ai eu droit un peu à tout, donc maintenant je précise, c'est la science des gemmes, et une gemme c'est une pierre précieuse. Alors, on va tout d'abord commencer par vous souligner les trois propriétés fondamentales d'une pierre pour être appelée précieuse, la beauté. Alors, la beauté va être liée à deux grandes notions fondamentales pour définir la beauté d'une pierre précieuse, c'est sa transparence. Plus une pierre va être transparente, plus elle va être désirable. On préfère se retrouver dans un environnement, une verrière comme ça, avec beaucoup de fenêtres qui donneront sur l'extérieur, avec beaucoup de lumière, que le long d'un mur ou dans une prison. On arrive même à taguer la liberté sur un mur sans fenêtre. Naturellement, le cerveau humain, féminin et masculin, est câblé pour se sentir mieux dans un environnement transparent plutôt que dans un environnement fait que de murs. D'accord? Vous préférez être dans un environnement avec des grandes baies vitrées que si on était complètement ceinturé de murs opaques et qui ne laissent pas passer la lumière. Donc c'est la même chose pour les pierres. On va plutôt naturellement aimer, apprécier des pierres qui vont avoir un fort degré de transparence. Il y a aussi des pierres opaques, La perle, par exemple, est un matériau organique qui est opaque, mais il y a d'autres critères qui font qu'on apprécie la perle. Mais pour les pierres précieuses, c'est d'abord et avant tout la transparence. Et ensuite, bien sûr, la couleur. Votre œil est naturellement attiré, comme votre cerveau, par l'objet qui est à droite, l'oiseau qui est à droite, plutôt que l'oiseau qui est à gauche, qui est tout gris. D'ailleurs, la partie sur laquelle on va plus se concentrer sur ce pigeon, c'est cette partie-là qui est la plus colorée de la totalité du pigeon. Ici, qu'est-ce qu'on va voir en premier? Qu'est-ce que le cerveau va voir en premier? Si on arrivait à chanter l'aspect conscient que vous avez de la couleur pour n'analyser que l'aspect inconscient que vous en avez, eh bien, votre œil et votre cerveau va naturellement se porter et rester le plus longtemps sur la partie colorée, mais surtout sur la partie vive de l'oiseau. Et ainsi aussi le bleu. Voilà. Ces trois parties-là, le jaune aussi, qui est relativement vif, vont attirer plus l'œil humain que les autres parties. On se sent bien mieux et plus heureux dans un environnement coloré. Il existe d'ailleurs une science pour ça, la chromothérapie. On se sent beaucoup mieux dans un environnement coloré que dans un environnement tout gris, nuageux et plutôt étouffé. Donc c'est le deuxième critère de beauté. Le troisième, c'est l'éclat. L'œil est encore une fois naturellement attiré vers ce qui brille, vers ce qui va réfléchir la lumière. Il est probable que dans des temps anciens, les hommes, les femmes, en se baladant par terre, voyaient des minéraux qui réfléchissaient la lumière après les temps de pluie. Et donc étaient naturellement plus portés à aller chercher ces minéraux colorés, transparents et éclatants que de simples cailloux qui pouvaient les environner, être dans l'environnement de tous les jours. Bien sûr, le métal qui représente le mieux l'éclat, c'est l'or. Fort éclat, fort pouvoir réfléchissant. La lumière va être réfléchie comme sur une surface, par exemple, comme sur un lac, comme sur une mer. On a un coup de neige, on a un pouvoir réfléchissant beaucoup plus important que sur un béton. Donc, les trois grands critères pour qu'une pierre soit appelée précieuse vont être la transparence. On va avoir tendance à aimer des matériaux plus transparents, les plus transparents possibles, colorés et avec de l'éclat. Si on prend un exemple, un rubis, toute proportion égale, si vous avez deux rubis, vous serez plus naturellement porté vers le rubis qui va être très fortement coloré, on appelle ça vivide, avec une forte couleur, une forte saturation, une très grande transparence. Et puis donc, le rubis, en tant que pierre précieuse, a beaucoup d'éclat. Le diamant aussi, beaucoup de transparence, beaucoup d'éclat. On verra qu'il y a deux types de diamants, les diamants incolores et les diamants colorés. La durabilité est le deuxième critère, il faut que ça dure dans le temps. Alors, est-ce que vous connaissez la différence entre la dureté et la fragilité? Qu'est-ce qu'un matériau fragile et qu'est-ce qu'un matériau dur? Commençons par la dureté. La dureté, c'est quoi? C'est la résistance à quoi, la dureté? Comment? Ça se casse pas. Pression. Au froid de choc. J'ai entendu la bonne réponse que le premier mot. Surface. Donc, c'est pas les chocs. La dureté, c'est la résistance à la rayure. D'accord? Donc, on parlait tout à l'heure de dureté 7. Tous les minéraux qui sont au-dessus vont avoir plutôt tendance à être OK pour les porter en bague. Pourquoi? Parce qu'ils vont bien résister à la rayure. D'accord? La rayure, c'est la résistance, pardon, la dureté, c'est la résistance à la rayure. Le diamant possède la plus forte résistance à la rayure. Il n'est rayable par rien si ce n'est lui-même. Un diamant raye un diamant. Mais tous les autres minéraux, sans exception, ne peuvent rayer un diamant, mais par contre seront rayés par le diamant. Le deuxième minéral qui se trouve sous le diamant en échelle de dureté, c'est le saphir et le rubis qu'on appelle le corindon. Donc le corindon ne sera rayé que par le diamant et lui-même, mais il rayera tous les autres minéraux, etc.
D'accord? La fragilité, c'est la résistance au choc. Donc c'est la résistance à un coup. Quand vous avez un coup, vous avez une rayure, ce sont deux choses différentes. Et en fait, le diamant a une très forte résistance à la rayure, mais une relativement faible résistance au choc. J'ai une de mes élèves, je vous ai peut-être dit, je suis prof de gémologie aussi depuis plus de 16 ans, et j'avais une de mes élèves à Paris qui un jour est sortie de la salle un peu énervée, on a entendu un ding, et en fait sa bague en diamant a touché l'armature métallique de la porte, et on a retrouvé 2 pièces par terre, donc elle en avait 2 pour le plier. Et en fait le diamant s'était simplement clivé, elle avait un beau 2 carats, puis elle s'est fait donc ça, elle aurait pu rayer toutes les vitres qu'elle voulait, mais par contre il faut faire attention à un diamant est fragile. Donc effectivement, résistance à la dureté, résistance à la rayure, et fragilité, résistance au choc. Le troisième critère, c'est la rareté. Je pense que les photos parlent d'elles. Plus un minéral va être rare, plus il va être précieux quelque part, et donc cher. Vous avez à gauche des cailloux de plage, d'accord, et vous avez à droite des rubis de la chaîne himalayenne, donc ça peut être la Birmanie, l'Afghanistan jusqu'au nord de l'Inde, sur une bande. Le rubis va être naturellement beaucoup plus rare que les simples galets en silice. Alors, comment ça se fait? En fait, il y a les éléments de rareté, il y a 2 grands éléments de rareté. D'abord, il faut des phénomènes géologiques particuliers pour avoir les pierres précieuses. Il faut de la température, il faut de la pression, mais surtout, il faut des éléments chimiques. Le corindon, qui est aussi appelé rubis dans sa variété rouge, le rubis est constitué d'aluminium et d'oxygène. Or, de l'oxygène, il y en a énormément, on en a partout, et de l'aluminium, c'est un des éléments les plus abondants de la Terre. Sauf que, si vous avez de l'aluminium et de l'oxygène tout seul, vous allez avoir du corindon, du saphir incolore. Pour faire du rubis, il faut du chrome. Et là, c'est là que les choses se gâtent, c'est que le chrome, naturellement, mondialement, est relativement rare. Donc pour avoir de l'aluminium et de l'oxygène, c'est assez commun, mais quand on va rajouter du chrome, ce qui va donner le rubis, là, on est sur un élément qui est tellement rare que les minéraux qui sont faits, qui sont composés de chrome, vont être, eux, rares. Un autre exemple, c'est l'émeraude. L'émeraude est composée de beryllium et de chrome, et le beryllium et le chrome, en général, se retrouvent dans des environnements géologiques différents. Donc, pour avoir beryllium et chrome en même temps, il va falloir un certain nombre d'événements géologiques qui vont faire qu'ils vont se retrouver ensemble. Ensuite, il va falloir avoir de la pression et de la température pour avoir la cristallisation de l'émeraude. Vous voyez, les pierres précieuses, intrinsèquement, sont rares. Alors, dans le monde des pierres précieuses, il y a 3 grandes filières. Il va y avoir le monde du diamant. C'est un monde en soi, avec 2 sous-mondes, le monde du diamant incolore et le monde des diamants colorés. On verra pourquoi tout à l'heure c'est important. Donc le monde du diamant, quand je dis monde, c'est-à-dire que l'achat, la vente, les codes, le langage, toutes ces choses, les réseaux d'approvisionnement, les réseaux de vente, sont complètement différents d'un monde à l'autre. Ça fait partie du grand univers, si vous voulez, des pierres précieuses, mais on va avoir le monde du diamant, le monde des pierres de couleur, avec le rubis, la tourmaline, le grenat, etc., tous les autres minéraux, et le monde des matériaux organiques, qui sont donc des matériaux utilisés comme ornement, mais qui sont issus du vivant, ou en partie. Le meilleur exemple et le plus connu, c'est bien sûr la perle, et vous avez aussi l'ambre, l'ivoire et le corail. D'accord? Donc on n'achète pas, on n'extrait pas une perle de la même façon qu'on extrait un saphir, de la même façon qu'on extrait un diamant. Vous avez déjà vu une mine de diamants, souvent à ciel ouvert, avec des trucks gigantesques qui ne tiendraient pas dans la salle, alors que les saphirs, par exemple, à Madagascar, sont récupérés des terres simplement avec des talons. D'accord? Donc les 3 grands mondes. Et ça a après un impact, même jusque dans les études. En gémologie, quand on apprend, quand on forme des gémologues, on les forme sur le diamant et sur les pierres de couleur, et ce sont des programmes qui sont différents. Les matériaux organiques, souvent, sont incorporés au programme des pierres de couleur. Alors, pour en finir sur les pierres précieuses, quelle est la chaîne de valeur? On part d'où, on arrive où? On part de l'origine, qui est souvent la terre, pour les matériaux naturels. Si vous voulez en savoir plus sur les matériaux non naturels, dits synthétiques, venez à l'Alliance française, ce sera un plaisir. Jusqu'au commerce, au business des pierres. Qu'est-ce qui se passe au milieu? Tout d'abord, il faut qu'il y ait une extraction. Quand on extrait une pierre, elle est ce qu'on appelle brute. Donc, tous les matériaux, une fois extraits, sont bruts. D'accord? Une fois que on a récupéré les matériaux bruts, on va leur permettre de vraiment
s'exprimer à travers la taille et le polissage. Donc on va mettre un certain nombre de petites facettes sur la pierre pour donner cet effet de miroir, pour avoir de nouveau une belle couleur qui va ressortir, un effet de transparence et de l'éclat. Donc là vous avez un saphir brut, vous voyez qu'il est déjà relativement bien, il a un fort éclat, on dit qu'il a du lustre. Vous avez le saphir après la taille, donc là il y a un certain nombre de facettes, donc on voit par exemple une ici, etc. Donc il a été fasté, taillé et poli. Et ensuite, bien sûr, l'objectif c'est de le monter sur une balle ou un pendentif pour en faire un bijou. Et c'est l'étape de sertissage. Donc on va de l'origine, l'extraction, taille, polissage, sertissage et après commerce. Il y a bien sûr des gens qui sont spécialistes du business du brut, spécialistes du business des pierres taillées, et puis aussi bien sûr des gens qui vendent des bijoux. Il peut y avoir une étape intermédiaire entre la taille polissage, pardon, entre extraction et taille polissage qu'on appelle le traitement. Et là, il faudrait 2 heures de plus. Donc, on peut traiter les pierres pour en changer ou la couleur ou la transparence, puisqu'on a vu que c'était les 2 critères qui étaient importants pour définir la beauté d'une pierre. Alors, qu'est-ce qu'une pierre d'investissement? D'abord, qu'est-ce qu'un investissement? Un investissement, c'est on met de l'argent dans quelque chose et on veut qu'après un certain nombre d'années, enfin de mois ou d'années, on ait plus d'argent. L'investissement, il faut que ça grandisse, il faut que ça aille vers le haut, pas vers le bas, sinon c'est un mauvais investissement. Donc, est-ce que c'est possible avec les pierres? Oui, mais que dans certains cas, et on va voir lesquels. Alors, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, les pierres précieuses, c'était pas du tout ça n'avait pas de valeur en tant que valeur intrinsèque, ça ne possédait pas de valeur intrinsèque, ça avait une valeur en tant qu'objet de pouvoir, c'était vu comme des talismans, ou ça avait des propriétés thérapeutiques. On se mettait des pierres un peu partout, et puis tout d'un coup, on avait moins de ça ou moins de ci. D'accord? Il y avait même des gens qui disaient que certaines personnes mangeaient de la poudre de diamant pour soigner certains maux d'estomac. Quand on connaît la dureté de notre estomac et du diamant, je vous laisse conclure. Donc là, c'est le sceau de Charlemagne du 9e siècle de cette ère. Vous voyez, vous avez un saphir plus ou moins taillé en forme de cabochon avec de l'émeraude et des rubis. C'était pas un objet d'investissement, c'était un objet, c'était un talisman, c'est un objet qui avait des pouvoirs. Aujourd'hui, on est plus sur les pierres précieuses en tant que matériaux précieux, et donc on va considérer non pas leur pouvoir, c'est plus tellement à la mode, mais plutôt leur valeur intrinsèque, due à leur rareté, due à leur beauté, due à la couleur et à la transparence. Vous voyez, on tourne en rond, c'est relativement simple. Alors, il y a 3 grands types de pierres précieuses. Dans ces 3 mondes, diamant, couleur, matériaux organiques, il y a 3 grands types. Le premier type sont les pierres de collection, donc des pierres fragiles, donc des pierres par exemple qui ont des duretés de 2, 3, 4, 5. Je connais un lapidaire, c'est celui qui taille les pierres aux États-Unis, qui taille que des pierres de dureté inférieure à 5. Donc c'est très très difficile, il faut faire tourner les meules tout doucement, enfin, c'est tout un process. Il y a des collectionneurs pour ça, soit dans les collections personnelles, soit dans les musées. Voilà, vous avez une pierre qui va être utilisée, vous avez des grands diamants historiques français qui sont dans les musées, qui sont au Louvre, qui sont au Smithsonian, aux États-Unis, etc. La deuxième catégorie, la plus classique, la plus commune et la plus utilisée, ça va être les pierres utilisées en bijouterie, joaillerie. À différents niveaux, vous pouvez avoir de la bijouterie, de la joaillerie fine, de la haute joaillerie, de la joaillerie d'exception, etc. Après, c'est juste la nature de la pierre qui va changer et le travail qui va être posé sur le bijou. Donc, soit une pierre de centre, comme ici sur cette bague, où on a un saphir à changement de couleur du Sri Lanka qui est placé sur un anneau en or, tout simplement. Ou des pierres de pavage, donc ce sont des pierres qui vont être autour, qui sont souvent plus petites, on appelle ça du mêlé. Ça va être des pierres qui vont mettre en valeur, soit donner un effet particulier, soit mettre en valeur la pierre dite de centre. Donc les pierres précieuses, voilà, la grande majorité, c'est de la consommation, bijouterie et joaillerie. Et il y a un troisième domaine, ce qu'on appelle des pierres dites de garde, pour reprendre une expression que j'utilise dans le vin. Je préfère pierre d'investissement, mais voilà, il y a des gens qui achètent des pierres pour les conserver, pour les garder, qui font un investissement, qui donc espèrent avoir une plus-value, souvent forte, à la sortie, à l'exit. Ces pierres sont souvent gardées dans les coffres, et il y a une très forte demande, et en général, à travers les âges, la demande est toujours, ou presque toujours, supérieure à l'offre, pour ce genre de pierre. Alors, quels sont les facteurs qui vont définir une pierre de qualité et donc une pierre d'investissement? Tout d'abord, on l'a vu, la couleur, donc forte couleur, des rouges, des roses, des bleus, des verts, des jaunes, très intenses, plus intenses possible, forte transparence. Si vous avez un rubis d'un rouge exceptionnel mais qui est un petit peu laiteux ou qui est opaque, il aura moins de valeur que s'il était complètement transparent, tout critère pareil. Et puis, complètement naturel, on en a légèrement parlé tout à l'heure, il y a des gemmes qui peuvent être traitées, donc on va modifier et la couleur ou
par exemple, la couleur et ou la transparence. Un jour, on a au Sri Lanka trouvé des saphirs et on s'est dit, tiens, ils ne sont pas la couleur qu'on voudrait, mais par contre, peut-être qu'en faisant 2-3 choses, on pourrait en améliorer la couleur et on les a transformés en saphir bleu après un certain nombre de processus. Là, il faut des pierres qui sont complètement naturelles, souvent avec un rapport d'analyse d'un laboratoire réputé, ou deux. J'ai mis cet exemple, vous voyez, c'est une synthétique rubis en allemand. Ces pierres-là, elles sont très fortement colorées, c'est des rouges et des roses extrêmement forts, extrêmement vives. Elles sont très transparentes, d'accord, mais ça ne vaut que quelques dollars le carat parce que ce n'est pas naturel. Et pour certaines pierres, l'origine va avoir un fort impact. Un rubis de Birmanie ou un rubis africain vont pas avoir ces pierres, ces rubis, si tous les autres critères sont identiques, vont pas avoir les mêmes prix parce qu'ils n'ont pas les mêmes histoires. Oui. Est-ce que la pierre va évoluer dans le temps en termes de transparence, de couleur, etc. Ou elle va rester Non, justement. C'est parce que quand on a une pierre précieuse, on cherche la durabilité pour éviter ça. Une fois que la pierre est ainsi, elle ne bougera pas. Il y a quelques variétés de pierres qui changent à la lumière, etc., mais c'est relativement rare, en tout cas ça ne rentre pas dans cette catégorie. La lumière se bonifie. Non, ce n'est pas comme du vin. Voilà. C'est un minéral. On va en faire un autre d'ailleurs après plus tard, mais effectivement il n'y a pas de bonification. Il y a de la raréfaction. Si vous avez par exemple une mine qui va produire beaucoup à un temps T, et une mine en Tanzanie qui s'appelle Winza, où ils ont sorti des rubis exceptionnels, il y a eu un pic de production puis plus rien. Et là par contre les rubis de Winza, de belles couleurs, qui sont très fortement transparents et très fortement colorés, les prix explosent. D'accord? Donc, un rubis de Birmanie, tout autre facteur étant égaux par ailleurs, n'aura pas le même prix qu'un rubis du Mozambique, même si c'est la même taille, la même couleur, la même transparence et la même origine naturelle. Alors, quand je parle de naturel, il y a deux possibilités pour naturel. Il y a la matière est naturelle, ça par exemple c'est synthétique, d'accord? Il y a la couleur naturelle. Puisqu'on peut changer la couleur, il y a des couleurs qui sont naturelles et d'autres qui le sont. Un très bon exemple de pierre d'investissement, diamant de couleur, qui explose en termes de prix dans les ventes aux enchères, les ventes aux enchères, pas toutes les couleurs, d'accord, il y a des couleurs plus rares que d'autres, mais par exemple des roses, des bleus, des rouges, des oranges, tout ça sont des diamants de couleur qui font que ça augmente en prix. Récemment d'ailleurs, il y a eu une vente aux enchères la semaine dernière où pour des rares fois où un rubis de diamant de 12 carats a atteint un prix supérieur au carat que le diamant incolore qui lui était pourtant presque 5 fois plus gros. Un mauvais exemple, ce sont les pierres de bijouterie, les diamants dits classiques. Attention, comprenez-moi bien, je parle d'investissement. Je ne dis pas que c'est un mauvais exemple que d'avoir une pierre sur une bague. Je ne dis pas ça. Je dis que un diamant qui est fait pour être monté sur une bague, même s'il est très gros, c'est très bien. C'est de la joaillerie, de la haute joaillerie, etc. Là, je parle spécifiquement de la pierre d'investissement. Alors, les gemmes en temps de placement, quels sont les avantages? La transportabilité, c'est tout petit. Tout à l'heure, je disais à Morgan que j'ai une amie qui vient d'acheter en Grèce un terrain de 5000 m². Elle a payé 70 000 €. D'accord? Qui est à peu près la valeur, on verra tout à l'heure. Elle ne peut pas partir avec son terrain dans la poche. Une pierre précieuse, vous pouvez vous déplacer. Concentration de valeur, vous avez énorme. Oui, c'est pas repérable les pierres Je parle des choses légales, hein. Bien sûr, hein. Attendez-moi bien. C'est-à-dire qu'on peut se déplacer avec son rubis, on peut le déplacer d'un point A à un point B. C'est plus difficile avec son terrain, sa villa, ses bouteilles de vin, son grand tableau, ou quoi d'autre, ou sa Porsche, ou sa voiture de luxe. Je comparais ça à ça. Concentration de valeur, donc beaucoup de valeur concentrée dans un tout petit volume. Il y a des diamants qui font à peine la taille d'un pouce, qui atteignent des sommes supérieures à 30 millions de dollars. Stockage facile, pas beaucoup de place. J'ai le mari de ma cousine qui collectionne les Ferrari. Et bien à chaque fois qu'il en achète une, il est obligé d'agrandir, c'est une histoire vraie. Il est obligé d'agrandir le garage, il en est à sa 5e, il en a acheté une guide, ceux qui connaissent. Donc à chaque fois, je lui dis tel euro, j'investis dans les rubis. Il dit non, moi je l'aime les conduire aussi. Ah, là, effectivement, on ne peut pas vivre. Donc il faut agrandir le garage. Bon, il a du terrain, ça va, mais plus facile de stocker les pierres. C'est aussi stable dans le temps, contrairement au vin. D'accord? Le vin, c'est très bien comme objet d'investissement, mais disons que si on compare avec les pierres, le vin, ça peut bouger, les pierres, non. Ce sont des actifs tangibles qui sont, donc on l'a dit, stables dans le temps. Tangibles, ça c'est le grand mot à la mode en ce moment. J'ai
beaucoup de questions là-dessus. On en a marre du papier, on veut des choses qu'on peut tenir dans la main. Voilà, très bien. Vente aux enchères. Alors, ça se vend très bien en vente aux enchères pour certaines pierres. Le silence est exprès. Pour certaines pierres, ça se vend très bien en vente aux enchères. Surperformance par rapport au prix de réserve. Dans la majorité de... Enfin, pour certaines pierres, les prix de réserve sont souvent explosent littéralement quand les gens achètent. Demande mondiale constante pour les top gemmes. Il y a une demande qui est supérieure à l'offre. Pas de corrélation avec les autres classes d'actifs financiers comme les actions. Pas corrélé. Vous avez des variations, ça ne va pas varier de la même façon avec les pierres précieuses. Forte résilience en cas de choc macroéconomique. Donc, on verra tout à l'heure les inconvénients, c'est peu volatile, mais ça... À travers toute l'histoire, vous savez, les pierres, l'avantage des pierres, contrairement à presque tout le reste, que je l'ai cité tout à l'heure, c'est que ça fait des milliers d'années pour mille. Donc des centaines, des siècles et des siècles et des siècles pour mille. Que ce soit le Sri Lanka, que ce soit la Birmanie. Donc si on regarde à travers l'histoire, les pierres de couleur, certaines pierres de couleur ne font que augmenter en valeur dans le temps. Il y a des inconvénients, forcément. Qui dit petit volume dit aussi facilement, on peut facilement le perdre. Donc voilà, c'est plus difficile d'égarer dans une garage sa Porsche, sa Ferrari ou sa Bentley, mais c'est plus facile de perdre sa pierre. Assurance, il faut des assurances pour ça. Pas de référence de prix, il n'y a pas de cours à l'instant T. D'accord, c'est assez fluctuant. Les prix peuvent varier, comme vous avez vu tout à l'heure, par exemple, qu'un rubis birman et un rubis africain, ça ne va pas avoir le même prix, même si tous les autres facteurs sont dans ce cas-là égaux par ailleurs. Peu de volatilité, vous ne pouvez pas arriver chez le boulanger, casser un bout de rubis en disant tenez, vous ne me donnez pas, ce qu'on peut faire avec d'autres matériaux comme l'or. Temps de garde relativement long, en général, les experts disent minimum 8-10 ans. Ça double, hein. Ça peut doubler en 8 ans. En termes de ticket d'entrée relativement élevé, voici le fameux montant. Les experts s'accordent à dire qu'il faut à peu près entre 80 000 et 100 000 $ pour commencer. En dessous, c'est plus difficile en termes de pierre d'investissement. Vous voyez, c'est juste 10 000 $ de plus que 5 000 m² dans le sud de la Grèce. Considéré comme un investissement atypique et donc relativement peu connu. On connaît plus les timbres, les vins, les voitures de collection, mais moins les pierres précieuses. Il y a quasiment toujours besoin d'un spécialiste, des conseils d'un spécialiste, ne serait-ce que pour identifier la matière, qui est le travail d'un gémologue d'ailleurs. On a une gémologue dans la salle. Enfin, on en avait plus donc gémologue. C'est un travail d'identification d'abord. Bien sûr, vous avez des certificats, etc. Vous pouvez acheter directement sur papier, mais toujours bien d'avoir un gémologue qui permet de jeter un œil sur la matière. Et puis, comme dans beaucoup de domaines où il y a beaucoup d'argent dans des énormément d'arnaques. D'ailleurs, pour faire une parenthèse, c'est la raison pour laquelle le cours à l'Alliance française a été ouvert il y a 4 ans, parce qu'il y a beaucoup de touristes, d'expats, de résidents qui s'étaient fait avoir. Et donc avec l'Alliance, on s'était dit, allez, on va faire un cours d'introduction à la gémologie, ne serait-ce que pour apprendre comment se servir d'une loupe, et puis pour voir un peu, mettre en évidence les 3-4 critères qui permettent déjà de sélectionner 50% de ce qu'on peut vous proposer sur le marché en Thaïlande. Voilà, merci beaucoup. J'espère que je n'ai pas été trop long. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez mon email pour vous contacter. Et puis, encore merci Olivier et Emmanuel. Le ticket d'entrée, tu as 80 000 $. Qu'est-ce que tu as pour 80 000 $? Aujourd'hui, un rubis, vous avez pas mal de choses, mais disons que grosso modo, le montant classique, d'après mes analyses et les feedbacks que j'ai eu des professionnels, c'est entre 80 000 et 100 000. Et cette ligne-là, c'est une ligne qui est valable dans le temps ou Eh bien, il ne se passe pas grand-chose, puisque les quantités de membres évoluent doucement. Nous sommes maintenant 80-81 membres. Donc je vous invite surtout, et c'est l'objet de ce slide, eh bien, à ce que vous vous connectiez sur les différents réseaux, de façon à ce que la communication intermembre soit utile. Je discutais tout à l'heure avec mon voisin de devant concernant Martine qui a fait une petite annonce. Eh bien la réponse lui a été donnée. Le WhatsApp, il vient de le faire. Facebook, WhatsApp, et il est déjà en contact avec elle. Donc n'hésitez vraiment pas à vous connecter. Je ne vais pas m'étendre plus longtemps car on a d'autres choses à vous dire en matière de communication, puisque on ne va pas tarder normalement à donner la parole à Philippe qui va nous parler du gros projet de communication de cette année et notamment le remplacement de Doodle et des moyens de communication entre nous, puisque nous sommes en train de développer le site internet. Voilà, merci à tous. Merci.
Merci François-Louis. Et là, on passe au site internet avec Philippe qui va nous dire où on en est du site internet. Philippe, le micro, est-ce que je clique? Donc, bonjour. Je vais vous parler du site internet qu'on vient de lancer aujourd'hui et qu'on va utiliser pour remplacer principalement dans une première étape Doodle. Donc ici c'est la home page où vous pouvez voir en dessous les prochaines soirées. Donc quand vous recevrez l'email d'invitation à la soirée, vous aurez un lien dedans qui va directement vous diriger vers l'event pour vous inscrire, pour dire si vous participez ou pas à l'event. Donc on va vous créer des utilisateurs. Une fois que vous êtes logué, vous allez voir le programme de la soirée. Donc, pour le moment, qui est envoyé par email. Et ensuite, vous pouvez dire si vous participez ou ne participez pas. Donc, ce sera beaucoup plus pratique que Doodle, qui n'est pas terrible. Ensuite, vous avez la page Qui sommes-nous, donc on explique le club. Quelques photos. La communauté qui sont nos partenaires médias. J'ai vu un onglet devenir membre. Oui. Il y a un veto là-dessus. Comment ça se passe? Il y a un petit programme qui met des veto au hasard. Il y a une partie membres où on va mettre les logos de tous nos membres du club qui l'autorisent. Donc il y aura d'autres pages qui vont venir plus tard. Il y aura une partie job, donc une bourse à l'emploi. Il y aura aussi les BPR opportunités que vous voyez dans la présentation et aussi la possibilité de télécharger les présentations. Voilà. Super site. Super site qui sera terminé quand à peu près? Dans le mois. C'est déjà en ligne aujourd'hui. D'accord. Il ne manque plus qu'à attendre nos identifiants et chacun de nous pourra se connecter privativement au site. Super. Magnifique. Tac. Et on enchaîne avec Emmanuel qui va avoir 1 minute 17 pour nous parler de la French Tech, c'est-à-dire beaucoup de temps avec 2 slides. C'est génial, merci. Je pensais avoir 2 heures, mais non. En février, le dernier événement qu'on a fait à la French Tech, c'était un événement spécial, c'était les 2 ans de la French Tech. Donc là, la slide a été hackée. En fait, le vrai chiffre, c'est 151 personnes. Donc c'était un beau succès. On a organisé ça avec la Chambre de commerce franco-thaï, les YPs, et évidemment la French Tech. Donc Anne, qui est là-bas, c'est pénible, le projecteur là, qui est là-bas, a été speaker, et donc a été très apprécié par l'audience. Enfin, tous les retours ont été très positifs, donc on est ravis. En mars, donc 1er mars, premier mercredi du mois, donc c'est la Digital Transformation for Corporate, donc avec des pointures.
venant de AXA, de Engie et de Cyamp Watt. Donc vous êtes tous évidemment bienvenus pour venir participer. Ça sera à Cholet-Loncorn, donc dans un immense amphithéâtre, parce qu'on attend des centaines de milliers de personnes. J'ai des contacts. Voilà, donc Anne me fait la transition. Donc Jean-Luc, nous avons les contacts pour l'université de Cholet-Loncorn, et donc ils nous ont mis à disposition la salle. Voilà. Donc pour le billet, ça sera 200 000 bahts la soirée environ. Voilà. Le reste, ça sera dans la caisse de la French Tech. Voilà, donc soon il y a Fashion Tech. Frédéric est là, est programmé. Donc ce sera en avril. Il y en a eu un pour mars. Ah non, ok, non, super. Non, il y aura Security Tech, donc là, les gens qui se sont hackés et les gens qui se sont pas fait encore hacker, etc., sont très très invités à venir. Ça sera, voilà. Et donc, après les Breast Cancer Group en Good Karma, en charité, Human Good Thing, on a la bienfaisance. Donc, on a featuré la bienfaisance dans les emails, dans les communications, etc. Voilà, c'est soutenu par l'ambassade de France. Je crois que le dernier BBA, il y a eu... voilà, il y a... On avait reçu Pierre Barbier. Voilà, Pierre qui a présenté. On avait prévu de mettre quelque chose en place. Je n'ai pas trop le temps de vous en parler parce qu'il faut vite la salle. Mais sachez qu'on est en train de préparer quelque chose sur lequel vous aurez à voter lors de l'Assemblée Générale du mois de mai. Ça sera un partenariat BBA et la bienfaisance. Je prends mon temps. Il y a quelque chose d'original qui a été imaginé. Super. Donc le 22 février, il faut apparemment que je fasse vite parce que la censure est énorme dans ce coin-là. Le 22 février, c'est la remise de l'award des entrepreneurs Now. Donc il y a Nicolas, il est là-bas, il en fait partie, il a fait son pitch, il a fait ses vidéos, etc. Voilà. Donc on a établi des contacts avec l'Université de Toulouse, ça je vous en parlerai plus tard. Et on espère, normalement, si c'est comme l'année dernière, le gouvernement thaïlandais organise un Thailand Startup Summit, sauf qu'il a un nouveau nom en fait, Thailand Digital Big Conference. Bon. Voilà, on espère avoir un boot avec Business France. Voilà, merci beaucoup. Merci Emmanuel. Christophe, la PM en 14 secondes. Bon, voilà, un événement extraordinaire. Réservez tous votre date le 20 mars prochain. Et vous êtes cordialement invités à venir suivre le grand pont de l'ubérisation en France. Vous pouvez aller sur Google, il y a des cinquantaines de vidéos. On a réussi à le faire venir via l'APM, qui est l'Association pour le progrès du management, qui est une association. Toute la communauté d'affaires française sera conviée. Il va venir pendant 1h30. On a l'endroit, on a l'heure, on a la salle. Booker la date le 20 mars. Les absents auront tort. Ils ne sauront pas ce qui va se passer dans le siècle en cours. Et dommage pour vous. Donc, je n'ai pas le temps d'en parler, mais c'est énorme. Ce monsieur est extraordinaire. Allez sur Google, le tester au YouTube, par exemple. Vous verrez, c'est le ponte français. Donc, ce sera en français. Vous pouvez inviter qui vous voulez. Ça coûtera 1000 bahts, le repas inclus. C'est vraiment une aubaine d'avoir ce monsieur. Le nombre de places est limité. Donc, il va falloir répondre assez rapidement. Vous allez recevoir un coupon. 20 mars. J'espère qu'on aura une tribune un peu plus longue le prochain BBA. On pourra en parler un peu plus dans le détail. On l'espère. Merci comme toi, Frédéric. Merci beaucoup. Un petit message avant de se quitter sur la vie privée et le contrôle de l'émission des photos et des vidéos sur les réseaux sociaux. Et enfin, avant de se quitter, le rappel de nos prochaines réunions. Et encore un grand merci à tous pour votre attention. Non. Ça sera le jeudi 9 mars et on fera la réunion. Oui. La salle ici ne sera pas disponible. On fera la réunion dans la salle du restaurant qui nous sera réservée pour l'occasion. Alors ça sera bien parce que ça nous permettra de peut-être récupérer un peu sur les fonds qu'on a dépensés en trop sur les 2 dernières soirées dans la salle. Jeudi 9 mars, attention, notez bien, pas mercredi bien sûr. Jeudi 9 mars, juste à côté. Merci encore à tous de votre attention et maintenant passons au buffet. Bonne soirée à tous.
Putain, Oussama Hamar. Moi je pensais à Oussama. Ah oui, il y a cette soirée qui est organisée, qui est organisée par les anciens élèves thaï qui sont francophones, une association en Thaïlande, et qui organise ça le vendredi 3 novembre. C'est l'occasion pour rencontrer des Thaïs francophones qui ont fait leurs études en France. Et donc, je cherche à voir où est-ce qu'il faut s'inscrire. Vous pouvez contacter la chambre de commerce également, ils sont équipés. C'est le 3 novembre, c'est ça? C'est le craton. C'est une soirée. Dans un hôtel au bord du fleuve. La slide suivante. La slide suivante, c'est le gala à la chambre de commerce, c'est le 24 novembre. C'est le plus grand événement de la chambre de commerce, c'est quasiment tout plein. Il y a 550 personnes cette année. On avait essayé de faire une table des BA l'année dernière, mais l'événement avait été annulé suite au décès du roi Ramon IX. Il y a 2 ans, on avait fait une table, j'essaie d'en faire une cette année, mais j'ai pas beaucoup de succès. On a répondu présent avec Philippe. On garde la table pour l'instant. On a gardé la table. S'il y a toujours des gens qui s'intéressent. Il nous reste 5 places. 5 places. Combien la place? Pardon? Combien de places? C'est 3800 bahts plus des hors taxes, ça fait 4000 quelque chose. Donc c'est un bel événement pour cette soirée. Déjà allé. Il y a un spectacle encore cette année? Oui, il y a un spectacle. Voilà. Ça comprend le dîner, ça comprend les boissons de côté. Donc la table est de 10 personnes, Philippe l'a réservé. 5 personnes déjà sont présentes. Il reste donc 5 places pour le 24 novembre. Alors, si ça intéresse les gens, t'as pas le micro là. Pardon, excusez-moi, merci. Alors, donc, qu'est-ce qui s'est passé en octobre pour la French Tech? Vous voulez tous le savoir. Eh bien, le dernier événement, alors tout le monde était le 6 septembre, tout le monde était là. Je reconnais toutes les têtes, donc c'est bon. On a fait un 3D, un imagery avec 4 speakers. Donc on était combien? Il a dit 80. Voilà, au bas mot. Donc ça s'est très bien passé, gros succès, dont un docteur de l'université de Sherlock. Et mercredi dernier, on a fait Parasitech, donc avec 2 speakers et un bonus. Le bonus c'était moi. Donc voilà. Donc il y avait un avocat, une avocate, bidon, un IT professional donc, qui est assez extraordinaire. Je vous invite à voir, le live. Vous pouvez aller sur la Facebook de la French Tech et voir le live event. Donc il est disponible pour toute la Terre, et c'est assez impressionnant en fait. Donc il a fait un historique du piratage, du DVD, de tous les codes de Blu-ray, etc. C'est très très intéressant. Et moi, donc en super bonus, évidemment, en fait j'ai parlé d'un case study qui est arrivé sur ma startup sur le DMCA. Donc vous connaissez le DMCA. C'est pas le YMCA. C'est le Digital Millennium Copyright Act, en fait. C'est quelque chose, c'est une loi aux US qui vous protège contre la contrefaçon, contre la copie d'autres sites, etc. Donc si vous voulez avoir tous les détails, vous regardez le live, vous venez me voir. Alors le prochain, c'est un nom assez barbare, mystérieux et presque mystique. Ça s'appelle le Growth Hacking. Donc c'est le 7 novembre, donc le 2e mercredi du mois. Donc ne venez pas le 1er, on n'y sera pas. Mais le 2e mercredi du mois, donc le 7 novembre, donc sur le growth hacking. Tout le monde sait ce que c'est le growth hacking? Philippe, les spécialistes. Tous les jours. Le growth hacking, c'est l'avancée la plus forte en termes de e-marketing. Ce sont des gens qui sont capables de faire grossir des entreprises, des startups,
des sites internet, etc., des sites e-commerce, dans un temps minimal, avec un budget minimal. Voilà. Donc growth, hacking, ça devrait aller. Ça va, Paul? Donc dans les choses, dans les réalisations, donc je vous ai parlé en long et en large, ça fait 6 mois que je vous en parle de l'université, du partenariat Université de Toulouse et Assumption. Donc c'est parti, il y a 30 étudiants qui travaillent sur des projets pour 7 startups. Donc voilà, ça y est, tout est en place et ils sont tous à fond. Le pitch à Bali, je vous en ai parlé depuis 3 mois. Kitlo, vous connaissez Kitlo? C'est une start-up de notre startup community. Donc elle a gagné le prix coup de cœur du forum de CCE à Bali. Donc super happy. Tous les fondateurs de la startup community ont été interviewés. Donc on va faire en sorte de publier ça sur Facebook, etc. Très prochainement. Il y a eu un Digital Thailand Big Bang, donc un énorme événement de la part du gouvernement thaïlandais pour promouvoir les startups, etc. C'était à l'autre bout de la terre. On a eu un boot au fond du KGB à droite. Donc en gros, il n'y avait que des étudiants, que des bus d'étudiants et d'élèves, de petits élèves qui venaient, donc ça n'avait strictement aucun intérêt. Mais quelques startups se sont portées volontaires. Donc là, le titre c'est Flop. Donc voilà. Clean up the world. Je ne sais pas si j'en ai parlé, mais je vais faire super vite. Donc les membres du BBA, François-Louis, Marc-Blanc, pas mal de gens ici, Richard et Thomas également, et un groupe de 20 personnes de la French Tech, donc recrutées par la French Tech, se sont portés volontaires pour faire un cleaning event autour de l'ambassade de France. Donc en fait, chaque pays avait une zone assignée en fait, et on a collecté plus de 5000 objets. Donc, et pourtant, cet endroit-là est propre, est considéré comme propre. Donc, vous pouvez imaginer le reste. Voilà. Pardon? En une demi-journée. Ouais, on a fait un thé dans le... Voilà, c'est ça. Donc voilà, il y a du boulot, il y a un travail énorme d'éducation, etc. Et j'en ai fini sur la French Tech aujourd'hui. Merci. Petite info pour ceux que ça m'intéresse, parce que j'étais à la French Tech la semaine dernière, et effectivement il y avait ce monsieur français là, qui a présenté... il est belge. Belge, pardon. François Vautier. Qui a présenté, enfin, je veux dire, un type assez hallucinant, et physiquement et dans sa façon de s'exprimer. Et il a été cité plein de fois dans cette réunion le mot algorithme. Alors on sait tous, pour le peu d'études qu'on a pu faire, ce qu'est un algorithme, mais dans le détail, quand on vous explique que les algorithmes dirigent notre vie, etc., je fais un petit peu des recherches, et pour ceux qui ont Netflix, je ne suis pas commercial pour Netflix, hein, mais en tous les cas, pour ceux qui ont Netflix, vous tapez algorithme, et vous allez avoir arrivé un reportage fait par un mathématicien sur les algorithmes. Et bien, je me suis couché moins bête que les autres jours, parce que j'ai découvert ce que c'était, à quoi ça servait et comment ça fonctionnait. Voilà. Donc c'était une petite information en complément de ce qui avait été fait. Parfait. Renseigner le site, c'est-à-dire qu'on a encore une quinzaine de personnes qui ne l'ont pas fait. C'est dommage parce que on le mérite, on travaille pour que tout ça se passe. Et donc au moins on aimerait bien arriver au moins à 100% de retour dès que l'email arrive. Juste de dire je viens pas, c'est déjà un super geste. Et puis on est heureux de partager. On a créé pour les prochains événements jusqu'au mois de mai, c'est-à-dire que si vous êtes sûr que vous êtes là, il y avait soirée, déjà vous il y avait inscrire Macache. en une fois, vous pouvez aller cliquer sur les soirées. Si vous êtes sûr d'être là. Parce qu'après, beaucoup d'efforts avec notamment Philippe Daquet pour faciliter et rendre vulgariser au maximum la prise de décision. Donc juste dire je participe pas, c'est un jeu d'enfant, on est tous éduqués sur plein de sites et plein d'applis maintenant. Donc juste faites-le et ça nous... C'est pour en bas à droite, c'est à l'autre. Merci à tous. Bon appétit à tous.